Je vais vous parler d'un sujet un petit peu technique, le marketing de l'influence. Ah, Et oui, car il y a des influenceurs maintenant. C'est tout nouveau, comme chacun sait. Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est une réfutation de l'influence et de l'utilité de la publicité. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30. On va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Puisqu'en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas la pub qui faisait vendre, mais c'est plutôt les recommandations. Donc, ce qu'on va voir dans cette chronique, c'est on va voir un peu ce qu'est le marketing d'influence, on va voir son usage et les budgets, et puis on va parler des limites de cette pratique. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, contrairement à ce que je disais, ce n'est pas neuf. Ce n'est que du PR, ce n'est que du public relation. C'est en fait, finalement, c'est des relations, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avant avec les relations presse, ou plutôt c'est une évolution des relations presse. Il y a même un autre terme qui est vieux comme le monde, en tout cas très 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 connu dans l'industrie pharma, c'est le KOL, Key Opinion Leader. Les, euh, les entreprises pharma, depuis très longtemps, ont compris qu'il fallait identifier les influenceurs et être en lien approfondi avec eux. Donc, il y a pour chaque KOL, il y a un responsable de la relation qui va s'arranger pour que jamais ils ne disent du mal du labo. Alors, qu'est-ce qu'un bon KOL? Eh bien, en fait, on s'aperçoit que ce qui va avoir un impact positif et qui va permettre de, 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 de mesurer une influence, c'est qu'il doit faire, il a trois caractéristiques. La première, c'est qu'il doit faire partie du groupe. Donc, c'est intéressant, c'est qu'un bon KOL, c'est quelqu'un qui est conforme au groupe, qui lui ressemble et qui pense pareil que le groupe, d'une manière générale. Il a une deuxième caractéristique, c'est qu'il doit être jugé par chacun comme apte à recevoir le message. Et on doit lui reconnaître une capacité à démêler le vrai du faux. Donc c'est intéressant, vous cherchez comme leader d'opinion quelqu'un qui est identifié par les restes du groupe que vous cherchez à influer comme étant un des leurs, mais aussi qui est reconnu comme quelqu'un de compétent parce qu'il il sait reconnaître, il sait lire les messages et il sait les juger. Alors maintenant, donc, ce qui est neuf, c'est qu'on est passé de la relation presse classique à celle du numérique. L'autre chose qui est intéressante, c'est que on a une nécessité de contenu puisque on veut des leaders d'opinion qui sont et allô? reconnus pour Allô. leur euh, capacité à recevoir les messages et bien les utiliser. Donc du coup, euh, si on n'a pas, si vous n'avez pas un leader d'opinion qui a déjà émis des contenus, eh ben, il y a peu de choses, enfin, c'est plus compliqué pour sa communauté de reconnaître comme quelqu'un de pertinent. Donc il va falloir créer du contenu, il va falloir qu'un leader d'opinion ait créé du contenu avant d'être en capacité de pouvoir de pouvoir émettre des messages pour votre compte. Alors, les plateformes sur lesquelles on trouve aujourd'hui les influenceurs, pendant très longtemps, ça a été le blog. Et aujourd'hui encore, ils sont très nombreux à avoir conservé le blog, notamment parce que le blog leur appartient. Donc, la communauté qu'ils arrivent à mettre en place
sur le blog va rester la leur, contrairement à ce qu'il pourrait y avoir sur Facebook ou sur YouTube ou encore mieux sur Instagram et maintenant sur TikTok, où la communauté, en fait, on peut s'en voir, on peut être complètement jeté d'une communauté sur la simple décision de quelqu'un chez Facebook, YouTube ou Instagram. Alors maintenant, tous ces influenceurs, en fait, vivent dans un monde très hiérarchisé, puisqu'en fait, on a des gens qui ont, qu'on va appeler les nano-influenceurs, des gens qu'on va appeler les micro-influenceurs et puis les macro-influenceurs et les stars. Alors, la différence entre chaque, ben, c'est le nombre de disciples, le nombre de followers, le nombre de suiveurs. Donc, au-delà de 500 000 suiveurs, vous êtes une star. En dessous de 10 000, vous êtes un nano-influenceur. Alors, c'est des sujets assez sérieux, hein, parce qu'en fait, pour $1 investi, on estime qu'il y a 6,5 $ de retour. Après, ces dollars, ils dépendent à la fois de quel est le niveau, le niveau hiérarchique en fait, de l'influenceur et quel est le support sur lequel on lui demande de faire une intervention. Donc là, vous avez un tableau qui vous dit, je crois qu'il date de 2020, qui vous dit combien on paye quelqu'un qui a moins de 10 000 suiveurs pour écrire un post ou pour écrire une story sur Instagram. Vous voyez, ce sont des prix qui sont assez faibles, notamment pour l'influenceur. Mais il faut avoir en tête que ces différents influenceurs ont un effet sur leur cible. Et vous voyez que paradoxalement, l'effet est d'autant plus important qu'on parle d'un nano-influenceur. Plus la communauté est petite, plus les gens lui font confiance, plus la communauté est grande, plus on commence à comprendre que, ouais, enfin, on te connaît, toi, hein, tu fais des vidéos sur YouTube, mais c'est pour faire la promotion, donc on va moins derrière actionner. Et vous voyez que par exemple sur TikTok, un nano-influenceur, il va avoir 20%, donc une personne sur 5 qui va éventuellement actionner. Après ça, les influenceurs, bah, ils agissent dans des segments qui vont être très déterminés. En fait, ça tourne beaucoup autour de la beauté. Alors, la beauté, hein, il ne faut pas se le cacher, ça commence par les cosmétiques et ça finit avec la chirurgie esthétique. Donc, c'est pas, enfin, c'est un milieu un peu terrible. L'autre milieu sur lequel on voit beaucoup d'impact des influenceurs, et votre serviteur Patrick en est une victime consentante, c'est le secteur de la gastronomie, où les influenceurs sont légion. Et heureusement qu'ils sont là, car Patrick n'aurait pas assez de ses journées pour aller tester les bons restaurants. Donc c'est une relation finalement tout à fait acceptée. Et ça a commencé avec les blogueurs qui prenaient des photos de tout ce qu'ils mangeaient. Et puis, c'est devenu la première source sur Instagram, en, en liaison avec ce qu'on a pu voir sur la beauté, où les gens se font des selfies et expliquent que leur nouvelle crème leur fait un fond de peau particulièrement lumineux. Les voyages sont une troisième catégorie. Alors là, on est sur des blogueurs devenus youtubeurs qui vont être invités pour aller découvrir un hôtel à l'autre bout de la planète. Et ça a un impact très important.
Le bien-être, c'est toute une catégorie avec des sportifs, des coachs, des gens qui veulent agir sur le stress et le développement personnel. Alors, ces 4 catégories, comme vous voyez, sont des catégories qui sont essentiellement des catégories grand public. Mais il y a la question d'autres segments qui se posent. Euh, j'ai évoqué, par exemple, avec un de mes clients, l'hypothèse de passer par des influenceurs dans la question du recrutement pour faire apparaître l'intérêt pour des jeunes de venir au contact des carrières qu'on a à leur proposer. Donc, je pense que ça commence à être intéressant, vu l'impact des influenceurs qui ont une petite communauté, ça peut commencer à être intéressant de regarder dans des secteurs qui sont au-delà de ces 4 secteurs, l'usage des influenceurs. Alors, pour trouver ces influenceurs, en fait, il y a même maintenant aujourd'hui des agences qui viennent vous mettre en relation. Donc, KOL Square, Influence for You, Kindly, Stellar, Favicon, c'est des lieux où vous allez pouvoir avoir cette intermédiation avec les influenceurs. Alors, les limites de ces stratégies d'influenceurs, c'est que on a une grande incertitude sur le nombre réel de followers et donc l'intérêt en fait d'un influenceur par rapport à d'autres. Donc, c'est littéralement la fraude. Je vous rappelle toute la polémique d'Elon Musk qui prétendait qu'il y avait 20% de faux comptes quand Twitter prétendait que c'était 5. Et la polémique est loin d'être finie. Comment est-ce qu'on fait l'échantillonnage avant de vérifier, etc. L'autre point beaucoup plus important, c'est la question de la transparence. On est dans une démarche, publicitaire, et donc de plus en plus, les règles de la publicité vont s'appliquer. Donc les règles de la transparence, c'est-à-dire qu'on va demander aux influenceurs de signaler à leur communauté qu'ils sont payés et qu'ils sont dans un travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'améliorer. C'est-à-dire que, vous voyez, en un an, le nombre de blogueurs influenceurs qui ont oublié de signaler que c'était un travail qu'ils faisaient, que c'était que c'était un partenariat, est passé de 27 à 17. Donc c'est pas mal. Maintenant, on commence à avoir des histoires qui vont accélérer probablement cette compréhension du travail, enfin du rôle de l'influenceur, notamment avec les amendes qu'ont pris certains influenceurs pour avoir oublié de mentionner qu'ils étaient payés, etc. Donc là, en l'occurrence, en France, c'est Nabila qui a pris 20 000 euros d'amende. Bon, effectivement, c'est quand même petit joueur face à Kim Kardashian qui, elle, a vu une amende de 1,26 million parce que elle avait poussé une crypto sans en parler suffisamment correctement. Et donc, la SEC lui est tombée dessus. Elle a dû faire une transaction. Donc, en conclusion, c'est un système très efficace. Après, c'est un sujet qui demande du travail, aussi bien pour identifier le parfait influenceur que pour écrire les messages qui vont avoir un impact. Aujourd'hui, c'est plutôt grand public, mais moi, je pense que ça vaut le coup de réfléchir au-delà du grand public. Voilà, Merci vous savez Jean-Christophe. tout. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu vas proposer qu'on applique au B2B par exemple, ou qu'on doit s'attendre à voir venir dans le marketing B2B
ces pratiques qui sont aujourd'hui plutôt en B2C? Bah, écoutez, je pense on a un postulat de base qui est que la décision se fait plus par la recommandation que par la pub. Donc, du coup, il faut aller vers la recommandation. Donc, si la recommandation nous permet de trouver des influenceurs qui vont être reconnus par les industriels comme étant des gens qui appartiennent à leur milieu, hein, j'avais expliqué que la question d'être admis comme faisant partie du groupe était importante. Eh ben, il y a rien il y a rien qui s'oppose à l'usage d'influenceurs dans les milieux industriels. C'est juste que ça va probablement pas être des influenceurs à forte poitrine et à QI à 2 chiffres. Parfait. Est-ce que vous auriez des questions ou des remarques ou des partages à faire sur cette pratique d'utiliser les influenceurs quand on est un entrepreneur pour faire passer ces messages vers les communautés, notamment digitales? Est-ce qu'il n'y a pas une overdose de ça aujourd'hui? Écoute, ça a l'air d'avoir encore des retours sur investissement. Euh, il y a des signes de rébellion, hein, puisque il y a eu toute une campagne ces dernières semaines contre des influenceurs qui étaient en train de promouvoir des scams, donc des, euh, des choses qui ne sont pas légitimes en termes de business. Donc, c'est des signes d'alarme. Maintenant, il n'en reste pas moins que depuis une quinzaine d'années, on a des influenceurs et qu'ils ont un impact. Des stratégies qui ont été faites de A à Z sur des influenceurs. On en a un très bon exemple en France, c'est l'exemple de Louboutin. Louboutin a existé uniquement en filant des chaussures à des influenceurs. C'était des actrices, maintenant c'est devenu des influenceurs réseaux sociaux. Tous les premiers rangs du défilé LVMH de cette année étaient remplis avec des blogueurs, pas des blogueurs, des, des, des influenceurs. Donc, je pense il faut faire la différence avec le fait qu'on commence à comprendre et à voir les influenceurs, et donc du coup, on sait résister à l'influence puisqu'on l'a identifié, mais ça ne veut pas dire que c'est généralisé. Sébastien, quelles sont tes réflexions? Un point intéressant avec les influenceurs, donc oui, je suis d'accord sur est-ce qu'il n'y en a pas trop, est-ce que c'est pertinent, etc. Il y a un point qui est intéressant, c'est que c'est quand même des leaders d'opinion qui sont cibles de pas mal de communications, de démarches de concurrents ou de gens de l'écosystème. Et en ça, c'est toujours intéressant de au moins voir, d'avoir leur propre feedback, même s'il est intéressé, même s'ils sont rémunérés pour, etc. C'est un peu comme de la presse spécialisée sur un sujet en particulier. Donc c'est de la micro-presse, c'est vraiment de la niche, et donc en ça, c'est intéressant. Donc c'est aussi une source d'information en fait. Ouais, en tout cas, ils font partie de l'écosystème et ils reçoivent de l'information sur ce que font d'autres et quels sont leurs produits. Ils vont pas parler de ce que font les autres, mais ils vont quand même en avoir une vision de l'écosystème. Mmh.
est-ce que tu as des exemples de gens qui ont utilisé ces méthodes d'influence à travers donc ces nouvelles pratiques, parce que c'est vieux comme le monde, hein, l'influence, euh, dans le B2B? Ouais, dans le B2B, c'est assez fréquent. En fait, il y a plein de micro-entrepreneurs, entrepreneurs. Bon, ils sont parfois aussi micro-entrepreneurs, mais il y a pas mal de niches et des leaders d'opinion qui sont OK. Alors, parfois c'est gratuit, parfois c'est payant, ça dépend un peu. Euh, donc, ça n'a pas besoin d'être toujours rémunéré, Hmm, euh, parce qu'il y a aussi une logique, bah, encore une fois, d'être une sorte de média. Donc, voilà, c'est comme le rapport à la presse. Est-ce qu'on est dans l'article ou est-ce qu'on est dans la page de pub? Un peu, c'est ça l'enjeu. Et donc, oui, oui, Ouais. bien sûr, tous les services en B2B ont forcément quelqu'un qui, dans leur marché, alors, bon, quasiment tous, hein. Il y a des sujets un peu spécifiques où il n'y a pas grand monde qui écrit des blogs sur le sujet, ou qui cherche à développer une audience sur le sujet. Et il y a encore beaucoup de confidentialité des affaires. Donc, voilà, je dirais juste de. Est-ce qu'on cherche à cibler 10 personnes et à ce moment-là, il n'y aura pas d'influenceurs, ou est-ce qu'on cherche à cibler 1 million de personnes et là, oui, non, forcément. Mhm. Corinne, tu voulais intervenir? Je dirais qu'en fait, je rebondis sur ce que dit Sébastien, c'est pas en presse, en B2B, c'est pas forcément des rémunérations en euros ou en argent, ça peut être des rémunérations qui prennent la force de davantage accéder à des informations en priorité, accéder à des salons, être mis sur des listes de diffusion d'articles ou de documents un peu pas confidentiels, mais qui sont un peu exclusifs, etc., pour qu'ils renforcent en fait le pouvoir de l'influenceur. Oui, bien sûr, notre propos n'est pas d'expliquer que l'influence c'est nouveau et que ça vient d'émerger avec euh, des acteurs de télé-réalité installés à Dubaï qui font la promotion d'un peu n'importe quoi. J'espérais avoir été clair là-dessus, effectivement. Voilà. Euh, j'ai souvenir, Jean-Christophe, que tu avais accompagné un de nos clients qui avait monté un think tank pour faire passer ses idées et faire assez utilement la promotion de son entreprise dans son écosystème industriel, sans donner de détails particuliers sur l'industrie. C'est bien ça, à l'époque déjà, qui constituait une méthode d'influence, c'était pas digital. Hein, notre client réunissait son think tank une fois, quoi, par trimestre, par mois, je ne me souviens plus. C'était tous les 2 mois, c'était dans les salons d'un traiteur parisien. C'était une invitation envoyée à tous les acteurs du sujet, pouvoir public, journalistes spécialisés, associations, etc. Et puis, il mettait devant eux des experts qui venaient parler du sujet avec des angles très différents, l'angle de la philosophie, l'angle de la médecine, l'angle du business, etc. Et en fait, ça leur donnait envie de revenir et ça leur donnait aussi assez vite la perception que bon, bah, cette entreprise fait partie des nôtres. On ne peut pas lui taper dessus. Donc c'était très 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 bien joué, ça coûtait pas grand-chose, hein. Il fallait quand même un certain savoir-faire de l'agence pour trouver les thèmes et les personnes à faire venir, etc. Mais pour le reste, c'était juste une cinquantaine de personnes qu'on invitait chaque jour, quoi. Enfin tous les 2 mois. Donc, merci Jean-Christophe, merci à tous pour ce moment sur l'influence qui mérite probablement d'être intégré dans vos stratégies, vous les entrepreneurs qui cherchez toujours comment avoir un impact fort avec un budget un petit peu raisonnable. Ça peut vous aider surtout sur les nano-influenceurs, terme que je ne connaissais pas. Merci Jean-Christophe. Juste un endroit où on les croit souvent, c'est justement dans les événements. Mhm. Ils sont sur le terrain, hein. Ils sont intéressés en général ils sont directement intéressés en général par le sujet qu'on traite.